Les tueurs en série ont eu un regain de buzz ces dernières années avec la série consacrée à Jeffrey Dahmer. Il y a des documentaires Netflix sur Ted Bundy et Joe Gacy, et la série Mindhunter en fait un de ses principaux sujets. Et si je vous dis que l'un des principaux compagnons de Jeanne d'Arc a été l'un des premiers grands tueurs en série de l'histoire? Je suis l'Encyclope et on va découvrir ensemble la vie monstrueuse et sanglante de Gilles de Rais. Notre histoire commence au Moyen-Âge, en 1405, en pleine guerre de 100 ans. La France est divisée en duchés, eux-mêmes divisés en baronnies. La Bretagne est l'un des principaux duchés et possède 6 baronnies, dont la baronnie de Retz, parfois orthographiée d'autres manières. Je ne vais pas vous faire la généalogie complète de la famille de Gilles de Rais, mais sachez qu'il est le fils aîné de Marie de Craon et de Guy de Laval, devenu baron de Rais. Ces différentes ascendances le font descendre de prestigieuses familles. On ne connaît pas l'année de naissance exacte de Gilles de Rais. Il est né au château de Chantossé en 1404 ou 1405, rien n'est sûr. Gilles et son petit frère perdent leur père alors qu'ils n'ont même pas 10 ans. Leur mère se remarie immédiatement et les abandonne. Sympa. Ils sont adoptés par Jean de Craon, seigneur de la Suze. Je sais, pour l'instant je ne vous parle pas de meurtre en série. Ne vous inquiétez pas, ça arrive, patience. En attendant, on peut signaler son mariage avec sa cousine Catherine de Thouars, qui sera annulé car jugé incestueux par l'église avant d'être finalement autorisé. Ils auront ensemble une fille unique, Marie de Rais. Désormais titulaire de la baronnie de Rais, Gilou, est l'un des plus importants seigneurs de l'ouest de la France. Par ses différentes ascendances, il possède plusieurs fiefs dans différents territoires. Ses revenus annuels sont estimés à 50 000 livres tournois. C'est moins évidemment que les grands-ducs d'Orléans ou de Bourgogne, mais bien plus que la majorité des seigneurs bretons de l'époque. Maintenant qu'on a un peu présenté le contexte, on va pouvoir parler des exploits militaires de Gilles de Rais. Gilles de Rais s'engage rapidement auprès de Charles VII dans sa guerre contre les Anglais. Il est un homme de confiance et se trouve chargé de protéger une certaine Pucelle d'Orléans. En 1429, Jeanne d'Arc prépare son armée à reprendre la ville d'Orléans aux fourbes anglais. Gilles de Rais la rejoint avec quelques dizaines d'hommes soldés, c'est-à-dire payés, par lui-même. Le baron de Rais et sa troupe vont grandement contribuer à la victoire, en prenant notamment la Bastille de Saint-Loup le 8 mai. Il aura ainsi l'honneur d'accompagner la Pucelle lorsqu'elle fera son compte-rendu au roi. J'en profite d'ailleurs pour vous dire qu'on a fait une vidéo sur Jeanne d'Arc et sur plein d'autres sujets d'ailleurs. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner et à activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Un petit like aussi, et on vous remercie. Gilles de Rais participe ensuite à la campagne de la Loire, visant à chasser les Anglais de la région. Il sera présent lors de la prise de Jargeau et lors de la bataille de Patay. Durant le trajet vers Reims, il commande l'avant-garde de l'armée royale. Une fois à Reims, Charles VII est sacré roi de France. Le sieur de Rais est chargé d'apporter la Sainte Ampoule. Le même jour, il sera nommé maréchal de France en récompense de son engagement militaire. Il participe ensuite au siège de Paris, toujours aux côtés de Jeanne d'Arc, et même si cette opération se soldera par un échec, Gilles de Rais recevra l'honneur de pouvoir ajouter à son blason une bordure aux armes de France, c'est-à-dire une fleur de lys d'or. Une faveur royale qu'il partage uniquement avec la Pucelle. Jeanne d'Arc est ensuite capturée lors du siège de Compiègne par les Anglais. Et vous connaissez sûrement la suite. Procès, bûcher, ce n'est pas le thème de la vidéo du jour. Pour notre cher baron, tout va pour le mieux. Il a des terres, de l'argent, de la reconnaissance, mais les premiers ennuis vont arriver. Après l'arrestation de Jeanne d'Arc, Gilles de Rais se retire sur ses terres. Il en profite pour se faire plaisir et dépense sans compter. Il va se constituer une bibliothèque impressionnante en achetant les manuscrits les plus remarquables de l'époque. Il possède une garde de 200 chevaliers accompagnés eux-mêmes de leurs serviteurs, tous aux frais du baron bien sûr. Dans son château de Tiffauges, tout n'est que luxe. Des draps d'or, des courtines de soie émeraude, des plats et des calices recouverts de pierres précieuses, et tant d'autres choses.
Gilles de Rais dilapide sa fortune et accumule les dettes. Il commence même à vendre une partie de ses terres avant que sa famille demande au roi d'intervenir. Le baron se retrouve frappé d'interdit de vendre château ou terre. C'est à ce moment-là qu'il s'intéresse à l'alchimie, la transformation du plomb en or. Là encore, on a fait 2 vidéos sur le sujet. Il fait venir les meilleurs alchimistes. Et sans surprise, ça ne marche pas. Gilles de Rais passe alors à l'étape supérieure et souhaite demander de l'aide à Satan en personne. Il fait venir dans son château François Prelati, un jeune Florentin de 23 ans, considéré comme maître de la magie et grand évocateur de démons. On dit de lui qu'une fois devenu prêtre, il se serait livré au pire rituel meurtrier de magie noire. Les 2 hommes vont former une équipe de choc. Au début, Gilles de Rais est un peu sceptique. C'est normal. Mais un événement va le convaincre. Un jour que Prelati a invoqué Satan seul dans sa chambre, une journée banale, il se met à hurler comme s'il se faisait frapper violemment. Le baron vient voir son ami et le trouve ensanglanté et fiévreux. Il semble sans aucun doute qu'il ait été attaqué par des démons. Prelati, envers qui le baron a désormais toute confiance, lui présente la situation. Pour accéder à la richesse, soit il doit accepter de céder son âme au diable, soit il doit commettre des crimes. En grand courageux, le baron préfère s'adonner au meurtre. La première victime est un jeune garçon. Gilles de Rais sera incapable de se rappeler son nom et son âge, mais nous avons une petite description des sévices qu'ils lui ont fait subir. Ils lui ont tranché la gorge, arraché le cœur, les yeux et les mains, avant de les offrir au diable. Ce dernier n'a pas répondu à l'appel du baron, et au lieu de se rendre compte de cet échec, Gilles de Rais a décidé qu'il fallait redoubler d'efforts et offrir beaucoup plus de sacrifices. De 1432 à 1440, 8 années, en Anjou, en Bretagne et en Poitou, les familles vivent dans la peur. Les enfants disparaissent les uns après les autres et ne sont jamais retrouvés. Les pauvres enfants. Gilles de Rais ne se contente pas de les tuer, ils subissent aussi le viol et la torture. Il utilise ensuite leur sang pour écrire des formulations et des grimoires. Les corps sont démembrés et brûlés. Le souhait de fabriquer de l'or est bien loin. De simples satanistes, on est passé à psychopathes pédophiles. Les paysans ne sont pas cons. Des dizaines et des dizaines d'enlèvements dans un territoire qui correspond exactement à celui du baron de Rais. Mais qui oserait, ne serait-ce que formuler des accusations contre un homme aussi puissant? Le plan pour enlever les victimes est rodé. Bien sûr, le baron ne se salit jamais les mains. Pas à ce stade-là en tout cas. Ce sont ses complices qui s'en chargent. François Prelati, évidemment, Roger de Briqueville et Gilles de Sillé. Pour s'assurer de leur silence, il leur fait prêter serment devant Dieu. Ce qui est plutôt ironique pour des satanistes. Il compte également sur l'aide d'une villageoise, Perrine Martin, qui accoste les enfants, les entraîne dans les bois où ils sont bâillonnés et enlevés. Les complices vont même proposer directement à une mère d'amener son fils au château du baron pour qu'il puisse bénéficier d'une vie meilleure. 8 années d'horreur. 8 années lors desquelles Gilles de Rais va tuer, selon certaines estimations, près de 800 enfants. Et il y en a peut-être eu plus. En 1889, donc des siècles plus tard, un médecin découvrira une oubliette dans le château de Tiffauges où étaient entassés des os et des crânes d'enfants. Bien sûr, toutes ces disparitions ont fini par se remarquer. Même si ça a pris 8 ans, c'est l'évêque de Nantes Jean Malestroit qui envoie des enquêteurs pour enquêter. Le rapprochement avec Gilles de Rais est rapidement fait, et le 15 septembre 1440, le baron est arrêté et emprisonné. Au tribunal, Gilles de Rais va tout avouer, et raconter en détail ses crimes devant des parents horrifiés. Le 25 octobre 1440, il est excommunié, et condamné pour apostasie hérétique, évocation de démons et crimes contre nature de sodomie d'enfants. Pour tout cela, c'est bien sûr la peine de mort, d'abord par pendaison et ensuite le bûcher. Le baron obtiendra néanmoins 3 faveurs. Un peu bizarre, mais bon. Choisir la date de sa mort, que son corps ne soit pas entièrement brûlé et qu'il soit enterré en terre d'église. Le satanico-pédophile est exigeant.
Son corps sera enseveli dans l'église du couvent des Carmes à Nantes. Couvent qui sera détruit durant la Révolution et le corps probablement jeté dans la Loire. Francesco Prelati ne sera condamné qu'à la prison à vie, mais le salaud réussira à s'échapper et il va même intégrer la cour du duc d'Anjou. Sauf qu'au lieu de faire profil bas, cet abruti se sert de sa nouvelle position pour faire enfermer un de ses rivaux, Geoffroy le Ferron. Prelati sera finalement arrêté et enfin condamné au bûcher. Gilles de Rais est une figure presque mythique du Moyen-Âge français. Dans le mauvais sens, mais quand même. Il est passé de héros de guerre, compagnon de Jeanne d'Arc, à monstre sanguinaire, incarnation du mal sur Terre. Bien sûr, beaucoup de légendes entourent l'histoire du baron de Rais. Beaucoup d'exagérations, ou même d'inventions. Il n'est pas toujours facile de discerner le vrai du faux. D'ailleurs, certains historiens doutent encore de la culpabilité réelle de Gilles de Rais. La grande majorité des historiens reconnaissent sa culpabilité. La question peut se poser sur certains rituels dont on aurait exagéré l'horreur ou sur le nombre de victimes. Il est le précurseur de ce qu'on appellera plus tard les tueurs en série. Nous avons un peu la sainte trinité des serial killers, avec Gilles de Rais, Jacques l'Éventreur et Joseph Vacher. On a fait une vidéo sur ce dernier, si ça vous intéresse. Beaucoup de ses successeurs lui seront comparés. Il va évidemment inspirer la littérature, et beaucoup considèrent que le personnage de Barbe Bleue, inventé par Charles Perrault, aurait pour modèle le baron de Rais. Il y a quelque chose d'étrange, de mystique avec Gilles de Rais. Un homme qui a été le compagnon d'armes de Jeanne d'Arc, servante de Dieu, sanctifiée par l'Église catholique. Et ce même homme dont les actes, même si l'on n'est pas croyant, ont vraiment quelque chose de démoniaque. C'est là-dessus qu'on se quitte. Vous êtes toujours plus nombreux à nous rejoindre sur YouTube et sur nos réseaux, Instagram et TikTok. Quant à la vidéo du jour, si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à mettre des j'aime et des commentaires. Quant à nous, on se revoit bientôt pour une nouvelle histoire, et à la prochaine!